Bonjour à tous. Bonjour à mes invités, à Rachel et à Clément. Eh bien, je vous propose Bonjour. de démarrer sans plus tarder. Bienvenue à notre webinaire épargne salariale et partage de la valeur, réglementation, enjeux RH et solutions pour les PME. Nous sommes déjà ravis de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble ce sujet qui est absolument stratégique pour toutes les organisations, en fait, que l'on soit un dirigeant, un responsable RH ou bien plutôt dans le domaine financier. Alors, comment transformer l'épargne salariale et le partage de la valeur en levier puissant pour fidéliser les talents, engager les collaborateurs et optimiser les ressources? Eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble. Alors aujourd'hui, dans un contexte où 63% des salariés considèrent l'épargne salariale comme un critère clé de satisfaction professionnelle, les PME ont tout intérêt à intégrer ces dispositifs dès la réflexion de la stratégie RH et financière. Avec avec les récentes évolutions réglementaires dont nous parlera tout à l'heure Rachel, et un marché du travail qui finalement est de plus en plus concurrentiel, il est impératif d'être informé et surtout de savoir tirer parti des opportunités que ces dispositifs offrent aux entreprises. Alors pourquoi Plumenbiz traite de ces sujets? Eh bien, parce que notre mission, celle que l'on s'est donnée avec mon associé, avec Morgane, qui est au back-office aujourd'hui, voilà, que vous pouvez voir, qui est aussi donc en caméra allumée, notre mission, c'est de permettre aux organisations d'améliorer la productivité et la fidélisation de leurs collaborateurs en créant, tant que faire se peut, un univers professionnel plus équitable, épanouissant pour tous, respectueux de chacun et aussi de notre planète. Vous l'avez compris, nous sommes donc un cabinet de conseil, mais aussi un organisme de formation. Et sans plus tarder, rentrons dans notre sujet, l'épargne salariale et le partage de la valeur. Donc, je suis accompagnée, comme je vous l'ai dit, donc moi, je suis Corinne Diemin, je suis la fondatrice de Plumenbiz et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui deux invités, Clément Kiek, qui est fondateur de Kiek Invest, et Rachel Nizet, qui est avocate en droit du travail et qui a fondé le cabinet Nizet Avocat. Clément, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, on va faire court. Alors moi, Clément Kiliek, le rôle de mon cabinet finalement, c'est de faire gagner de l'argent aux entreprises et à ses dirigeants. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de l'épargne salariale, la spécialité du cabinet, c'est d'apporter un accompagnement sur mesure aux PME pour construire en fait vraiment un cercle vertueux autour de l'épargne et de faire en sorte que les salariés soient correctement sensibilisés, surtout que leur épargne soit orientée vers des solutions qui fonctionnent bien en tout cas pour ces personnes-là. Et in fine, en fait, ça reviendra chez le dirigeant qui sera valorisé dans le cadre de la mise en place de ce genre de dispositif. Voilà. Rachel, je te laisse la parole si tu as envie. Avec grand plaisir. Alors, bonjour à tous. Merci à Corinne d'avoir organisé ce webinaire. Un grand plaisir à vous retrouver. Alors, moi, effectivement, donc avocate en droit du travail au barreau de Paris. J'ai la particularité, c'est avant de devenir avocate, j'ai été pendant 8 ans responsable ressources humaines. Donc, j'ai été effectivement amenée à gérer des collaborateurs, à travailler avec des partenaires sociaux, ce qui me permet d'avoir un aspect très opérationnel du droit du travail pour bien conseiller mes clients donc aujourd'hui dans leur quotidien. Merci à tous les deux. Alors, notre promesse aujourd'hui, vous éclairez sur les évolutions réglementaires, vous démontrez l'impact de l'épargne salariale et du partage de la valeur sur l'engagement des collaborateurs, vous expliquez aussi comment on fait, et vous présentez les dispositifs disponibles ainsi que leurs avantages. Donc, pour démarrer, nous sommes présentés et je vais vous demander de bien vouloir nous éclairer sur vos enjeux, les raisons pour lesquelles en fait vous nous rejoignez aujourd'hui, pourquoi vous vous êtes inscrits et qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire.
c'est pas par curiosité unique, c'est surtout pour mieux orienter également nos réponses, nos exemples et répondre de la manière la plus fine à vos attentes. Et donc, le temps que vous nous notiez tout ça dans le chat, moi, je vous propose directement un petit sondage. Donc, vous avez un petit onglet sondage sur votre interface. Savez-vous quand sont apparus les premiers dispositifs d'épargne salariale en France? Alors, moi, je l'ai découvert. En fait, j'en savais rien. Hein, et c'est grâce à ce webinaire et donc en faisant ce sondage que j'ai découvert finalement quand sont apparus les premiers dispositifs d'épargne. Donc, merci à ceux qui répondent. Et donc, on avance. Donc, l'histoire de l'épargne salariale et du partage de la valeur en France a démarré en 1959. L'objectif à l'époque, c'était de réconcilier la performance économique et la justice sociale en associant les salariés à la réussite de l'entreprise. En 1967 sont apparus les premiers dispositifs qui ont facilité l'épargne collective défiscalisée. Super important, défiscalisée. Et puis donc tout ça, ça a évolué vers ce que l'on connaît depuis, je dirais, moins longtemps, à savoir depuis 2022, la prime exceptionnelle de partage de la valeur, la PPV, et depuis là, maintenant en 2025, donc l'obligation élargie du partage de la valeur aux PME à partir de 11 collaborateurs. Donc, 2025 marque la généralisation de ces dispositifs. Clément, Rachel, vous étiez conscient de cette date, 1959? Pas du tout. Moi, un petit peu quand même, parce que j'ai fait des études de droit. Hein, voilà, donc merci Général de Gaulle d'avoir mis en place ce partage de la valeur. Bon, même si effectivement ça devient réellement effectif à partir de 1967, mais c'est vrai que voilà, depuis 1959, on en parle. Et d'ailleurs, dans le sondage, nombreux parmi les répondants, donc vous êtes 63% à avoir trouvé cette date 1967. Mais en fait, ça avait déjà commencé avant en 1959. Donc j'avance très très vite sur cette petite histoire, mais je trouve que c'est quand même intéressant de garder ça en tête. L'évolution en fait de l'épargne salariale en France au cours des 5 dernières années montre une progression significative soutenue par des réformes réglementaires et une prise de conscience croissante de leur impact sur l'engagement des collaborateurs. Et nous sommes passés en 2019 de la suppression du forfait social sur l'intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés et sur la participation pour les entreprises de moins de 50 salariés à la prime Macron, exonérée de charges sociales et fiscales en 2021 et donc désormais 2025, on refait un bond dans ce sujet qu'est l'épargne salariale. Dans le monde, les dispositifs et leur lancement varient. Aux États-Unis, l'ESOP ou l'ISOP a été créé en 1974 et ce dispositif en fait permet aux salariés d'acquérir des actions de leur entreprise, souvent dans une logique long terme. Au Royaume-Uni, le modèle de profit sharing, alors je sais pas si Clément qui a vécu aux États-Unis, je le dis peut-être pas bien, il y a peut-être l'accent en moi, mais c'est pas grave. Ah, bon, super, merci. Le profit sharing permet le partage des bénéfices et il a été développé dans les années 80 pour inciter à la productivité. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on commence à voir en fait l'intérêt pour le salarié, pour l'entreprise, cette double en fait incitation. En Allemagne, nous trouvons aujourd'hui des primes de performance collective. Donc c'est intéressant aussi. On voit là, on est sur le collectif. En Scandinavie, là, en fait, la Scandinavie a choisi une approche sur l'égalité salariale et le partage des bénéfices. Même chose dans une logique
collective. Et au Japon, parce que je voulais quand même pas oublier ce qui se passe en Asie, et donc surtout donc au Japon, l'engagement à long terme est stimulé par un bonus semestriel, un en été, un en hiver, représentant une part vraiment significative des revenus annuels. Donc là encore, c'est super intéressant de voir que la France finalement a été leader dans ces dispositifs. Avec nous, on a démarré en 1959, les autres sont arrivés quand même bien après. Par contre, dans le monde, les approches sont souvent plus flexibles et adaptées au contexte culturel. Voilà. Une petite dernière slide sur ce côté un petit peu généraliste. Vous pouvez constater donc sur le graphe ici, vous pouvez constater que l'évolution de l'épargne salariale et du partage de la valeur en France au cours des 5 dernières années a montré en fait une progression vraiment significative. Donc vous avez par type en fait de dispositifs les différentes évolutions, et également pour l'ensemble des entreprises et pour les entreprises de moins de 50 salariés. Vous aurez les slides, donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, qui vous titillent, vous les aurez. Et évidemment, tout ça en France est soutenu par ou grâce aux réformes réglementaires. Et comme je vous l'ai dit également, avec cette prise de conscience. Clément, tu veux un peu commenter ce slide ou... Oui, bien sûr. Alors déjà, si on commence par la participation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler dans certains groupes, en tout cas avec des entreprises qui parfois maintiennent certaines de leurs filiales en dessous des 50 collaborateurs. Alors, c'est pas pour rien, parce que au-dessus de 50 collaborateurs, en fait, et on le voit tout à gauche de notre petit graphique là, en fait, il y a une obligation de mise en place de participation à partir de 50. Et d'où le gros écart-type qu'on retrouve en fait entre les entreprises de plus de 50 et celles de moins de 50. Alors, c'est marqué ensemble des entreprises, mais on peut voir que quasiment 40% des entreprises, finalement, ont mis en place un accord de participation. Alors que dans les boîtes de moins de 50, c'est quand même extrêmement faible. Là, on parle de quelques pourcents. Bon, ça, c'est un premier point. On voit que l'intéressement, c'est quelque chose qui marche aussi très, très bien en France et qui, d'ailleurs, est en croissance. Et ce n'est pas terminé parce qu'avec la nouvelle réglementation, on va pousser encore plus l'intéressement. Et puis, c'est quelque chose qui, en tout cas, je le vois au quotidien, c'est quand même pas mal ancré dans les pratiques, finalement, même des dirigeants. Je trouve ça à peu près logique, finalement, d'intéresser les salariés aux bénéfices de l'entreprise. Après, on voit plutôt au milieu, le PE, c'est quelque chose qui marche très, très bien. On en parle un petit peu plus loin sur les particularités du PE, mais c'est quelque chose qui est assez souple, donc ça marche bien, ça collecte bien, les salariés se sentent en confiance d'aller sur ce genre de dispositif. Puis ensuite, on trouve tout ce qui est PERCO, PER d'entreprise collective, où là, c'est plus un horizon retraite, où là, ça augmente. Et je pense que ça va continuer à augmenter parce que depuis quelques années, je pense que les générations, en tout cas, qui arrivent sur le marché du travail, sont quand même très sensibilisées au fait que la retraite, il faudra la compléter soi-même. Donc, ce genre de dispositifs viennent vraiment pour assurer ce besoin qui n'est pas à prendre à la légère. Donc, on voit que ça augmente, mais pour autant, c'est un petit peu moins apprécié que le PE. Bon, jusque-là, pourquoi pas. Et dans l'ensemble, on a quand même un dispositif où aujourd'hui, plus de la moitié des entreprises aujourd'hui ont mis en place en tout cas un de ces dispositifs. Donc c'est quelque chose qui concerne beaucoup de monde. Voilà, si tu veux compléter, Corinne ou même Rachel, allez-y, faites-vous plaisir. Non, je pense que tu as tout dit. C'est parfait. C'est très bien. Merci Clément. Et pour enchaîner, justement avec la partie réglementaire, donc avec Rachel, on va déjà, alors là je suis quasiment certaine que vous allez tous avoir tout bon. À partir de quelle date les PME de 11 à 50 employés devront, attention au piège, mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur? Alors là, il n'y a pas le droit de se tromper, interdit. Et donc, je suis certaine, moi, que vous avez tous tout bon.
Et évidemment, c'était depuis ou à partir du 1er janvier 2025, c'est devenu une obligation pour les PME de plus de 11 collaborateurs. Et donc, Rachel, je te laisse. Oui, évidemment, vous avez 100% des bonnes réponses. À toi, Rachel. Ils sont bien nos participants, voilà. Alors, merci Corinne. Donc, alors, de manière assez... je vais simplifier au maximum le sujet sur cette partie réglementaire, mais effectivement, voilà, donc Corinne vous a refait un petit rappel chronologique de cette évolution sur l'épargne salariale et le partage de la valeur. Et donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2025, donc l'obligation de mettre en place un dispositif dans les entreprises à partir donc, de 11 salariés. Donc, c'est la loi du 29 novembre 2023 sur la transition, c'est la transposition d'un ANI sur le partage de la valeur au sein de l'entreprise. Donc, effectivement, on reprend des grandes thématiques, à la fois renforcer le dialogue social sur les classifications, faciliter la généralisation des dispositifs de partage de la valeur et donc simplifier la mise en place de ces dispositifs et en même temps développer l'actionnariat salarié. Donc, cette loi sur le partage de la valeur est là pour encourager une répartition plus équitable des bénéfices entre les entreprises et leurs salariés. Quand on sait qu'effectivement, les entreprises qui recrutent le plus sont quand même des TPE, PME. Et on a vu sur le graphe commenté par Clément que la participation, sur les entreprises de moins de 50, il y avait encore énormément de choses à mettre en place pour justement partager cette valeur. Donc, c'est un dispositif qui, effectivement, répond à un contexte économique qui est marqué par une inflation croissante, une hausse du coût de la vie. Donc, effectivement, un pouvoir d'achat, cette problématique du pouvoir d'achat qui devient quand même une préoccupation majeure de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Et donc, effectivement, depuis le 1er janvier 2025, donc, il y a l'obligation pour certaines entreprises de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Et ça vient compléter les dispositifs existants, comme la participation, l'intéressement et la prime de partage de la valeur. Alors, effectivement, les évolutions récentes, c'est permettre... donc, il faut savoir que ce dispositif, il est, pour l'instant, à titre expérimental pour 5 ans, jusqu'en 2028, jusqu'au 29 novembre 2028. Ça va permettre d'évaluer déjà son efficacité en matière de redistribution des richesses, voir effectivement s'il y a des ajustements qui sont nécessaires avant une éventuelle pérennisation. La mise en place obligatoire de la loi donc de partage de la valeur a vraiment pour objectif principal d'optimiser l'implication des salariés dans la performance économique de leur entreprise et d'assurer un partage plus équitable des bénéfices. Donc, il y a plusieurs finalités qui sont clés par rapport à ce dispositif. Réduire les inégalités de répartition des richesses, promouvoir la motivation et l'engagement des salariés, Corinne nous en reparlera, en pouvant les associer davantage les collaborateurs aux résultats financiers de l'entreprise. Donc, plus ils sont impliqués, plus ils seront performants. Harmoniser les pratiques entre entreprises, parce qu'effectivement, il y a quand même toujours des grandes différences si on appartient à un groupe par rapport au nombre d'effectifs, parce qu'effectivement, le passage du seuil de 50 salariés en équivalent temps plein est quand même c'est un passage important pour les entreprises parce qu'il y a de nouvelles obligations. Mais en fait, finalement, maintenant, dès 11 salariés, il y a des obligations qui se mettent en place. Donc, ça permet d'élargir l'accès aux dispositifs de partage de la valeur, intéressement, participation, abondement à l'épargne salariale dans toutes les entreprises où, effectivement, aujourd'hui, ces mécanismes sont encore peu développés. Stimuler l'attractivité des entreprises grâce à ces dispositifs et puis aussi consolider les relations sociales parce que tout ça, ça se met en place aussi avec un dialogue social avec les partenaires sociaux dans l'entreprise, CSE ou délégué syndical quand il existe. Alors, qui est concerné quel seuil d'effectif déclenche ces obligations? Donc, par rapport à les critères d'éligibilité à la loi de partage de la valeur, les entreprises assujetties doivent répondre à différents critères. Donc, les effectifs entre 11 et 49 salariés,
Ne pas avoir actuellement un régime de participation obligatoire. Donc ça, c'est pour les entreprises en général à partir de 50 salariés. Ça ne veut pas dire que c'est interdit dans les entreprises de moins de 50. Hein. Mais bon, voilà, ça fait partie du critère. Donc ça ne se cumule pas avec des dispositifs comme intéressement, participation. Un bénéfice net fiscal positif d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant les 3 exercices consécutifs, donc 2022, 2023, 2024. Et n'avoir mis en place aucun des mécanismes, accord d'intéressement, abondement à un PE, PEI, PER, PERCO. Et effectivement, finalement, les seules entreprises qui sont explicitement exclues de ce dispositif sont les entreprises individuelles ou alors les sociétés anonymes à participation ouvrière. La mise en place, voilà, parce qu'effectivement, comment se met en place la loi de partage de la valeur dans les modalités de mise en place. Donc, l'entreprise est éligible à cette obligation légale, doit choisir donc de mettre en œuvre l'un des 3 dispositifs suivants au cours de l'exercice qui suit une période de 3 années consécutives de bénéfices. Donc, c'est soit on met en place un accord d'intéressement de participation qui permet aux salariés de bénéficier directement des performances de l'entreprise, soit on met en place une prime de partage de la valeur, donc c'est anciennement connu sous le nom de la prime Macron, prime de pouvoir d'achat, donc c'est avantageux pour les 2 parties, ou un abondement sur un plan d'épargne d'entreprise, PE, PERCO. Bien évidemment, il y a des incitations fiscales et sociales liées à l'épargne salariale, qui sont plus intéressantes finalement que simplement augmenter les rémunérations des collaborateurs. Donc maintenant, c'est depuis le 1er décembre 2023 que les entreprises peuvent attribuer sans condition jusqu'à 2 primes de partage de la valeur par an à chaque bénéficiaire, donc à chaque collaborateur. Donc, dans la limite des 3 000 premiers euros versés par année civile et par personne, ces primes bénéficient d'une exonération sociale dans des conditions effectivement qui sont bien explicitées. Que je vous épargnerai, d'où l'intérêt effectivement d'avoir un conseil et de pouvoir venir toutes des conditions bien précises par rapport à vos différentes structures. Et ce plafond peut être porté à 6 000 euros dans les entreprises d'au moins 50 salariés qui mettent en œuvre un accord d'intéressement et dans les entreprises de moins de 50 salariés mettant en œuvre un accord d'intéressement ou de participation volontaire, vu qu'effectivement, ce n'est obligatoire qu'à partir de 50 pour la participation. Bien évidemment, des limites d'exonération, de cotisation et de contribution sociale. Donc, le principe général, pour faire simple, exonération de cotisation de contribution sociale dans la limite de 3 000 euros par année civile et des possibilités de monter jusqu'à 6 000 euros. Alors, je vais juste vous faire un petit exemple et après, je vais donner la parole à Corinne. Voilà. Donc, par exemple, une entreprise de 40 salariés qui souhaite verser une prime partage de valeur d'un montant de 3 500 euros par salarié en avril 2025. Cette entreprise a déjà mis en place donc, un dispositif d'intéressement par accord en juillet 2022 pour une durée de 4 ans. Donc, l'intégralité de la prime versée aux salariés peut bénéficier de l'exonération de cotisation et de contribution sociale. À la différence, une entreprise de 2000 salariés qui a mis en place un dispositif d'intéressement, pareil, par accord en juillet 2022, pour une durée de 4 ans, ayant versé une PPV de 2 500 euros à ses salariés en janvier 2025, décide de verser une nouvelle PPV d'un montant de 4 000 euros en juin 2025, cette seconde prime bénéficie d'une exonération de cotisation et de contribution sociale dans la limite seulement de 3 500 euros, c'est-à-dire 6 000 moins les 2 500 qui avaient déjà été versés. Donc voilà, donc c'est juste des petits exemples pour faire comprendre effectivement les mécanismes. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour les entreprises, mais effectivement, il faut bien se référer au texte par rapport à tous les dispositifs existants. Voilà, Corinne, je te rends la parole. Merci beaucoup, Rachel. Merci. Alors, pour avancer dans notre sujet, un autre petit sondage, quel pourcentage de salariés qui bénéficient déjà d'une épargne salariale en entreprise estiment que cela a un impact sur leur motivation? Et donc, vous l'aurez compris, ce sondage nous permet d'arriver au lien entre l'épargne salariale, notre sujet, et l'engagement des collaborateurs. Alors, d'après vous,
Hop. Donc, ça mouline. Merci à tous ceux qui participent. Hop. Eh bien, on avance. Eh bien, selon un sondage réalisé par OpinionWay, vous êtes très, très équilibré, 33% sur chaque pourcentage. Eh bien, donc, selon un sondage donc effectué par OpinionWay en 2023, 76% des salariés qui bénéficient déjà donc d'un dispositif estiment que cela a un impact sur leur motivation. C'est quand même absolument énorme et révélateur. Morgane, le PowerPoint est parti. Oui, on t'écoute. Donc, on écoute. Et donc, du coup, sujet relatif donc à l'engagement des collaborateurs. On le sait, l'engagement des collaborateurs, c'est un enjeu clé pour les entreprises, pour les organisations, quelles qu'elles soient. Pourquoi ? Parce que des équipes motivées, eh bien, en règle générale, c'est une organisation tout simplement plus performante. Et l'engagement des collaborateurs va impacter directement la productivité, la fidélisation, et évidemment la marque employeur. Et d'ailleurs, une étude Gallup révèle que les entreprises avec des employés engagés sont 21% plus rentables et connaissent moins de 40% de turnover. Donc ça, ce sont des chiffres clés à avoir en tête. Le désengagement, c'est quelque chose qui coûte cher. En France, seulement 6% des salariés se déclarent pleinement engagés, toujours d'après Gallup. Ça fait pas beaucoup, 6%. Un manque d'implication va entraîner une baisse de motivation, évidemment le désengagement et un turnover forcément plus élevé. Le salaire, qui est un facteur qui demeure extrêmement important pour nous tous en tant qu'humains, on ne se lève pas pour aller travailler, pour se faire des potes, enfin pas que en tout cas. C'est un facteur extrêmement important, mais pas forcément suffisant. Aujourd'hui, les collaborateurs recherchent plus que du salaire fixe. Ils veulent un projet d'entreprise, ils veulent de la reconnaissance, une perspective d'évolution, également financière sur le long terme. Et donc, l'épargne salariale est devenue un outil stratégique pour renforcer l'engagement. D'abord, elle va permettre, en offrant une vision long terme de la rémunération, elle va donner aux collaborateurs une participation active aux résultats de l'entreprise, donc au projet d'entreprise. Ça va les valoriser. Et donc, cette épargne salariale est perçue comme une marque de reconnaissance en valorisant l'engagement des collaborateurs et également leur contribution au succès commun. Donc, la sécurité financière et la motivation accrue. Donc, un salarié qui se sent sécurisé financièrement est également plus serein, donc plus motivé et aussi plus engagé. L'épargne salariale permet d'améliorer le bien-être financier des collaborateurs. Rachel en a parlé aussi tout à l'heure, va réduire le stress lié à l'avenir. Enfin, l'épargne salariale est un levier de fidélisation et d'attractivité puissant. En mettant en place un dispositif d'épargne salariale, eh bien, l'organisation va renforcer son attractivité RH et aussi contribuer à la réduction du turnover. Et c'est un argument clé pour recruter et fidéliser les personnels qui sont déjà dans l'organisation, notamment les jeunes générations qui cherchent des avantages concrets en plus du salaire. Pour finir, je partage avec vous quelques chiffres sur l'engagement et l'épargne salariale. Ces chiffres sont issus de baromètres et d'enquêtes réalisées auprès de PME, notre audience donc aujourd'hui. Donc classiquement, on observe une hausse de 15% de l'engagement
pardon, un meilleur alignement entre les objectifs de l'entreprise et la motivation des équipes, mais aussi un impact sur le turnover avec une réduction de 20% de ce turnover. Et donc, l'épargne salariale, ce n'est pas juste un avantage, c'est toute une stratégie RH qui va booster l'engagement et la fidélisation. Donc, on l'a vu, ces dispositifs permettent en fait de contribuer ou d'agir sur la reconnaissance. Ils sont un levier puissant de reconnaissance, notamment ça permet de valoriser la contribution des salariés. Les dispositifs d'épargne salariale, je réduis à épargne salariale, mais j'intègre l'intégralité des dispositifs à notre disposition. Eh bien, ces dispositifs permettent d'associer directement les collaborateurs aux résultats de l'entreprise. Et ce partage des bénéfices va être perçu comme une preuve concrète de reconnaissance. L'entreprise ne se contente pas de parler d'engagement, elle va matérialiser financièrement cette reconnaissance. Et contrairement aux primes individuelles, l'épargne salariale va bénéficier à tous les salariés, sous certaines conditions évidemment. Favoriser un sentiment d'équité, toujours ce sentiment de reconnaissance collective qui est nécessaire finalement à cet engagement. Un salarié qui se sent reconnu, c'est juste du bon sens et définitivement plus engagé et investi dans la réussite collective, dans le succès de l'entreprise. Deuxième cartouche, donc une meilleure sécurité financière. En complément du salaire, les dispositifs permettent aux salariés de constituer une épargne à moyen et long terme. Clément nous en parlait tout à l'heure, ces dispositifs pour préparer la retraite qui commencent à avoir de plus en plus d'intérêt pour les plus jeunes populations, mais même pour les seniors. Et donc, ces dispositifs peuvent être utilisés pour des projets personnels, les achats immobiliers, etc., les études des enfants également. En exemple, si un salarié qui bénéficie d'un plan d'épargne entreprise, d'un PE, avec abondement de l'employeur, ce salarié va pouvoir capitaliser des sommes significatives sans effort supplémentaire particulier sur son quotidien professionnel, mais cela va pouvoir contribuer à œuvrer pour des projets personnels. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de réduire le stress financier. Il y a à peu près 60% des salariés français qui déclarent que les préoccupations financières impactent leur concentration au travail. C'est toujours un sondage Opinionway qui a mis ça en valeur. L'épargne salariale va permettre d'offrir une stabilité, comme un filet de sécurité finalement, qui va réduire le stress lié aux aléas financiers et favoriser une meilleure qualité de vie au travail. Enfin, les avantages fiscaux attractifs, les sommes versées dans les dispositifs d'épargne salariale sont souvent exonérées d'impôts, alors évidemment sous condition, et de cotisations sociales, augmentant ainsi le pouvoir d'achat finalement réel, le pouvoir d'achat réel des salariés. Donc, je vous donne un exemple. Un salarié qui touche par exemple une prime classique de 1 000 € ne perçoit en réalité qu'environ 750 € net, alors qu'un versement équivalent dans un dispositif d'intéressement peut être perçu en totalité ou placé en épargne avec un abondement de l'employeur. Donc, au final, l'employé aura plus que si en épargne salariale que si on lui attribue une prime classique, une prime quelconque, fin de mois, voilà. Donc, sur notre troisième cartouche, un engagement renforcé grâce à des perspectives à long terme, contrairement
aux primes ponctuelles, dont je parlais précédemment, l'épargne salariale va encourager une relation de fidélisation et d'engagement à long terme. C'est aussi juste logique. L'actionnariat salarié va motiver les collaborateurs à se projeter dans le projet d'entreprise, donc dans l'évolution de l'entreprise, car ils deviennent eux-mêmes actionnaires ou actionnaires virtuels. Les Anglais parlent de virtual shares pour certains dispositifs. Mais en tout cas, ils vont se sentir bénéficiaires et directement engagés dans cette réussite. Et donc, du coup, ils vont vouloir, en principe, y contribuer. Enfin, donc, ces dispositifs vont renforcer le sentiment d'appartenance. Un dispositif d'épargne salariale qui est bien conçu va renforcer ce lien entre l'entreprise et les collaborateurs en contribuant à créer une culture d'entreprise axée sur le partage et la collaboration, mais aussi la compétitivité au sein de cette entreprise. Donc là, ce sentiment en fait de performance collective. Il s'agit donc d'un levier d'attractivité également sur le marché du travail, donc sur le marché du recrutement tout simplement. Donc ces dispositifs vont permettre de renforcer votre offre RH en améliorant tout ce qui est, j'allais dire séduction des talents. Mais oui, ça va, une offre RH qui engage cette épargne salariale, qui montre, qui valorise l'épargne salariale et le partage de la valeur, va être beaucoup plus séduisante pour les talents et va donner envie de rejoindre le projet d'entreprise. Les talents, les attentes des talents évoluent, on le voit ces dernières années, les talents autant au sens candidat et collaborateur, pas au sens premier en français des talents. Les nouvelles générations recherchent de plus en plus des entreprises qui offrent plus qu'un simple salaire, je vous le disais précédemment, mais aussi des perspectives financières sécurisées, sécurisantes et un engagement social et sociétal. Et donc, l'épargne salariale qui permet cet engagement long terme devient un vrai critère différenciant pour vos organisations. Et donc, cette alternative attractive à l'augmentation des salaires fixes va permettre, dans notre contexte économique qui finalement est incertain, on le voit avec les inflations, etc., politiques, etc., les entreprises ne peuvent pas toujours augmenter les salaires fixes de façon linéaire. Et du coup, ces dispositifs d'épargne salariale vont permettre de compenser ou en tout cas de répondre différemment aux besoins des collaborateurs, mais en les engageant sur le long terme. Et là, ça devient bigrement intéressant pour les employeurs. Donc, en termes d'image employeur, donc de marque employeur, les candidats, vous l'avez compris, recherchent des employeurs qui prennent soin de leurs équipes et qui offrent une vision long terme. C'est valable, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, que l'on soit dans le privé ou dans le public. C'est quelque chose que l'on constate, nous, au quotidien, avec Morgane, chez nos clients. Et l'épargne salariale va positionner l'organisation comme un acteur engagé dans le bien-être, également financier, des collaborateurs. C'est aussi un critère clé pour séduire les profils plus expérimentés. Les cadres et les experts métiers sont particulièrement sensibles aux avantages liés à l'épargne salariale. Imaginez, un candidat hésite entre deux entreprises, deux organisations. L'entreprise A propose un bon salaire, mais sans avantage particulier. L'entreprise B, elle, propose un salaire similaire, mais avec un dispositif d'intéressement plus intéressant ou un PER collectif, imaginons. Eh bien, que va choisir le candidat? Forcément, l'entreprise B, qui va valoriser la performance collective et le bien-être financier sur le moyen long terme.
Donc un salaire quasiment équivalent, voire un petit peu moindre. Aujourd'hui, on constate sur le terrain que les candidats préfèrent un engagement rassurant, donc une proposition plutôt long terme. Et c'est encore plus valable pour les générations Z et les millennials qui souhaitent une approche plus innovante de la rémunération, qui pousse à la transparence et qui recherchent une stabilité, mais des perspectives qui vont les pousser finalement à cet engagement. Il y a une étude de Deloitte qui dit que 69% des jeunes talents considèrent que les avantages sociaux influencent leur choix d'entreprise. Alors, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins sensible à ces populations dans le cadre des recrutements, mais il faut tenir compte également, quand on met en place des dispositifs d'épargne salariale, il faut impérativement tenir compte des populations existantes, donc de vos collaborateurs, mais des populations que vous souhaitez également attirer dans votre entreprise. Et pour finir rapidement, évidemment, tout cela contribue à une meilleure image employeur, à un avantage concurrentiel sur le terrain quand on va recruter. Et j'avance sur l'impératif ou il est absolument incontournable de sensibiliser vos collaborateurs à ces dispositifs. Si vous ne valorisez pas vos dispositifs, les dispositifs semblent être quelque chose de normal, à moyen terme, voire à court terme, ça devient quelque chose de tout à fait normal. Et si vous ne remettez pas en exergue régulièrement les beautés finalement de vos dispositifs et également l'importance de l'effort qui est fait par l'entreprise dans la mise en place de ces dispositifs, eh bien, ce sera chou blanc, ça ne marchera pas. Les collaborateurs ne seront pas engagés. Vous avez pléthore de façons de mettre en avant vos dispositifs. Ça peut être des webinaires, des sessions d'information, des supports pédagogiques, des affiches, etc., etc. Et là, en fait, ce que j'avais envie de partager avec vous, ce sont les bilans sociaux individuels que l'on préconise de faire tous les ans, quelle que soit la taille de l'entreprise, même quand on est tout petit, mettre en avant tous les ans les avantages sociaux étendus, c'est-à-dire tout ce qui constitue la rémunération d'un collaborateur, le mettre en avant et le mettre en avant d'année en année. Donc là, c'est un template que Morgane a fait pour l'un de nos clients. Donc vous voyez, la rémunération est découpée par typologie. On ajoute des messages clés sur les dispositifs que l'on veut mettre en avant et on met en exergue l'évolution d'année en année des différents modules de rémunération et donc des différents dispositifs. Voilà, donc j'en ai fini avec tout ça. Créer une culture de la performance et de la transparence, c'est finalement ce qu'il faut aboutir à faire grâce à l'épargne salariale ou avec l'épargne salariale qui est, je vous le rappelle, un levier RH excessivement puissant, comme on a pu le dire précédemment. Et donc, pour passer la main à Clément, combien d'entreprises, d'après vous, sont concernées en pourcentage combien d'entreprises concernées en pourcentage sont conformes à la législation aujourd'hui? En fait, vraiment pas tant que ça. Je ne sais pas, Morgane, si tu as fait un petit sondage là-dessus, mais en fait, pas tant que ça. Une étude récente indique que 75% des entreprises concernées ne sont pas encore conformes à la législation. Moi, je trouve que 75%, c'est dingue, quoi.
et moins de la moitié de ces 75% connaissent l'existence de la loi, tandis que seuls 25% en comprennent les implications précises. Donc déjà, bravo d'être là aujourd'hui avec nous. Et maintenant, je passe la parole à Clément et j'espère que vous allez vraiment apprécier son discours parce qu'il est hyper lumineux. Bon. Clément. Ah, allez, à mon tour. Il est beau ce graphique, bien plus joli que celui que j'avais imaginé initialement. Alors déjà, pour commencer une petite mise en la matière, quelques chiffres qui sont normalement très parlants, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. L'idée, c'est tout simplement comparer l'efficacité d'un salaire versus l'efficacité d'un dispositif d'épargne salariale. Que ce soit les différents dispositifs dont on a parlé, la prime sur partage de la valeur, un accord d'intéressement, une participation, en tout cas dans la tranche 11 à 50 salariés. En fait, vous pouvez voir que le coût total pour l'employeur, donc à périmètre constant, pour que le salarié, en fait, à la fin touche 569 €, ça aura coûté 1470 € à l'employeur. Donc moi, ça me fait rire quand on dit tout le monde ne paye pas d'impôts ou que les riches payent des impôts. C'est qu'en fait, le plus gros des impôts aujourd'hui, c'est sur la classe moyenne, c'est la ponction sur le salaire. Parce qu'en fait, le coût employeur, 1470 €, on pourrait améliorer l'efficacité, mettre un peu moins de cotisation et on aurait plus de net à payer pour le salarié. Bon, en attendant, la situation est telle qu'elle est, on ne va pas la changer demain. L'épargne salariale, en fait, pour 1000 € de coût employeur, on va avoir seulement 97 € de taxes. Cette taxe, c'est la CSG-CRDS. Au bout du bout, le salarié va avoir 903 €. Ce qui représente en fait une efficacité de 90% versus 39% quand on verse un salaire. Donc là, s'il y a des dirigeants d'entreprise qui nous écoutent, des DRH, des DAF qui nous écoutent, en fait, cette obligation qui est en train d'arriver, si vous la voyez comme une opportunité, vous êtes en mesure finalement de faire en sorte que ça ne coûte pas plus cher et en plus de faire en sorte que le salarié en ait aussi plus dans sa poche. Parce qu'en fait, on va avoir des allégements fiscaux et sociaux qui sont considérables. Du côté du salarié, si on met ces 903 € sur un dispositif d'épargne efficace, on en parlera juste après, et bien en fait, en plus, ce dispositif, il est exonéré fiscalement sur les plus-values. Alors, il y a toujours une partie de prélèvements sociaux, mais tout ce qui est impôt sur le revenu ne s'appliquera pas à la sortie sur les gains. Donc, en fait, on va être capable de rentrer dans un système où l'employeur est gagnant, à condition de le faire de la bonne manière. Mais on vient de vous expliquer, on vient de vous donner quand même pas mal de tips sur comment le faire de la bonne manière, le valoriser, notamment via les BSI, donc les bulletins sociaux individuels dont Corinne a parlé juste avant. Parce que si le salarié a bien compris, il va bien l'intégrer. Si derrière, en plus, il est content de son dispositif, il gagne de l'argent, on en parlera juste après, a priori, c'est bien valorisé, tout le monde est content. Ça ne vous a pas coûté beaucoup plus cher, en tout cas pas plus cher, et le salarié, il a gagné plus. Bon. La slide suivante, on va rentrer un petit peu dans le détail des différents dispositifs qui existent. Donc, on a finalement, lorsqu'on met en place un dispositif d'épargne, alors sauf si on a fait la prime de partage de la valeur, auquel cas on peut quand même adosser un dispositif d'épargne à cette prime, et après c'est le choix du collaborateur ou pas d'y investir. Mais en tout cas, quand on met par exemple un accord d'intéressement ou même un accord de participation, très souvent on va retrouver ce fameux PE et ce fameux PERCOL. Donc le PE, ça va être le plan épargne entreprise, qui va avoir une certaine souplesse, dans le sens où au bout de 5 ans, vous pouvez récupérer l'argent qui a été versé 5 ans avant. Donc si chaque année vous versez, forcément, tous les ans ça décale d'un an, mais en tout cas le capital qui avait été versé en année N plus 5, vous pouvez le récupérer. Et ce qui est plutôt sympa là-dedans, c'est que vous le récupérez, même les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu. Plutôt chouette. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on est exonéré d'impôt sur le revenu quand on gagne de l'argent en France. Donc ça, c'est un point quand même assez positif. Et en plus, c'est souple dans le sens où, là, je ne l'ai pas précisé, mais en fait, il y a 10 à 15 raisons légales de sortir de manière anticipée. Typiquement, vous voulez acheter une résidence principale, vous vous mariez, vous avez un enfant, vous avez besoin de faire des travaux de rénovation, vous voulez acheter un véhicule propre. Je ne vous les liste pas toutes, mais c'est les principales qui vous permettent de sortir de manière anticipée.
Et même si vous respectez ces règles de sortir de manière anticipée, même s'il y a des gains, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Il y aura une partie des prélèvements sociaux qu'on retrouve partout, mais pas d'impôt sur le revenu. Donc, c'est ça de gagner. Donc, hyper souple, facilement valorisable dans le cadre d'un package salarial. Deuxième possibilité, complémentarité, ça va être d'aller sur un dispositif retraite, où là, on va dire à nos salariés, écoutez, je vous mets en place en plus un PERCOL, on peut valoriser pour flécher une partie de cette épargne vers le PERCOL. Là, l'histoire elle est un petit peu différente, dans le sens où c'est plutôt pensé pour la retraite. D'accord, c'est vraiment l'idée de capitaliser soi-même pour sa retraite, parce que plus le temps passe, plus les générations à venir auront moins, finalement, de pension de retraite. Donc, le PERCOL est là pour répondre à cette problématique. Fiscalement, très intéressant, très puissant encore une fois. Les gains seront exonérés d'impôt sur le revenu. Encore une fois, il n'y a pas tant que ça d'endroits en France où, dans les dispositifs, on a exonération sur les gains. Là, c'est le cas. Forcément, tout ce qui a été versé dessus, donc on appelle ça le capital, vous mettez 1 000 euros, il y a 1 000 euros qui se mettent au travail, bon, ceux-là, ils ne seront pas taxés du tout. Bon, jusque-là, plutôt logique. Bien que. Il y a des cas où ça pourrait être taxé, mais là, ça ne l'est pas. Donc voilà comment ça fonctionne. On va avoir le PE, le PERCOL, souvent on va avoir les deux. Le PE qui va être souvent avantagé parce que plus souple, donc les collaborateurs n'ont pas envie de se bloquer trop longtemps. Et en fait, on revient au graphique qu'on expliquait un petit peu plus tôt dans la présentation, où le PE fonctionne beaucoup mieux que le PERCOL, pour des raisons plutôt logiques. Et le troisième point, je crois qu'on en a parlé, c'est la prime de partage de la valeur, qui peut être versée sur ces dispositifs ou pas. Et dont Rachel a parlé tout à l'heure, jusqu'à 3 000 euros, donc ça permet de cocher les cases. Si on a mis en plus un accord d'intéressement, on peut monter jusqu'à 6 000 euros de prime de partage de la valeur. Donc, typiquement, une entreprise qui a sa clôture comptable au 31/12, il faut qu'elle fasse pour respecter la réglementation, il faut qu'elle fasse un versement de prime de partage de la valeur au plus tard d'ici la fin de l'année. Ou alors, si elle a envie de mettre en place un accord d'intéressement, il faut qu'elle le mette en place avant fin juin, qu'elle le négocie avant fin juin. Et en fait, c'est en N+1 que ce sera versé. Mais du coup, on respecte la réglementation 2025. Et ça ne nous empêche pas de faire du prime de la partage de la valeur en 2025. Voyez. Donc, les dispositifs sont complémentaires. Et nous, on est là pour vous accompagner sur qu'est-ce qui est le plus logique dans le cadre de votre entreprise. Sur la slide suivante, on va se poser quelques questions. Quand on va mettre en place un accord d'intéressement, par exemple, sur quelle base de calcul est-ce que je me base? Est-ce que je me base sur une augmentation du chiffre d'affaires? Est-ce que je me base sur un résultat, sur un excédent brut d'exploitation? Donc, c'est des réflexions à avoir au sein de l'entreprise. Est-ce que je veux verser, même si j'ai fait une année qui est plutôt moyenne? Donc, tout ça, c'est une négociation avec les salariés ou avec le CSE s'il existe. Ou voilà, c'est une discussion sur quels critères est-ce qu'on construit finalement ce partage de la valeur. La question, c'est ensuite comment le valoriser auprès de mes salariés. Alors moi, ce que je vois sur mes clients, de manière assez classique, c'est qu'ils ont mis en place un dispositif via, par exemple, leur banque. Bon, très bien, c'est un outil, ça fonctionne. Ils ont des solutions, allons-y gaiement. Problématique, c'est que derrière, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas très, très bien valorisé auprès des salariés. Les problématiques que je rencontre, moi, c'est les salariés, en fait, ils ne savent même pas trop les fonds. Il y a tellement de fonds qu'en fait, ils ne savent même pas dans quoi investir. S'ils ont des convictions plutôt RSE, où ils veulent mettre du sens derrière leur argent, en fait, ils ne sont pas accompagnés. Le point qui revient le plus, c'est j'ai perdu de l'argent, donc pourquoi est-ce que je remettrais du capital? Enfin, super, merci d'accord d'intéressement, merci, mon plan d'épargne. Moi, je perds de l'argent, ça ne m'intéresse pas. Donc là, pour le valoriser auprès de l'entreprise, c'est plutôt compliqué. Et c'est assez courant, en fait, ce genre de situation. Donc, la démarche, en fait, c'est telle qu'on la propose, c'est de se dire, on est indépendant, on va aller voir les solutions qui fonctionnent. Donc, on va vous proposer des solutions qui fonctionnent. On va l'animer auprès des salariés.
C'est-à-dire que moi, les clients avec qui je travaille en épargne salariale, je fais des webinaires auprès des salariés au moment des campagnes de versement sur leur plan d'épargne ou Percol, en leur disant, voilà les solutions qu'on a préfiltrées pour vous, parce que c'est quelque chose qui a été remonté au sein de votre entreprise via le CSE ou auprès des salariés, qui a un souhait en fait d'avoir accès à ce genre de choses. Et ensuite, je vais faire de la pédagogie, expliquer quels sont les fonds qui fonctionnent par rapport à tel souhait. Est-ce que mon objectif, c'est de gagner de l'argent à tout prix? Et en plus, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai au moins 5 ans. Bon, bah, aller plutôt vers telle ou telle solution. Parce que l'objectif, à la fin, c'est que le salarié gagne de l'argent, si c'est le souhait. Ou alors, mon souhait, c'est de participer à la transition énergétique. OK, on a prévu tel fonds qui fait ça. Et du coup, ce webinaire va permettre de vraiment accompagner et valoriser finalement le dispositif pour que en année +1, +2, +3, les choses se mettent en place. Et en plus d'avoir l'avantage social, l'avantage fiscal, il y a des plus-values pour être ensuite exonérés sur ces fameuses plus-values. Parce qu'il y a plein de gens qui ne seront pas exonérés sur leur plus-value aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de plus-value. C'est un gros problème qu'on retrouve sur le marché. Comment choisir l'organisme? Comment savoir si les placements proposés sont performants? Donc, je vais plutôt y répondre. Et donc, qui pour m'accompagner animer ce dispositif chaque année? Alors, du coup, ma banque, justement, j'ai répondu. Généralement, c'est pas hyper efficace ce que proposent les banques. Alors, c'est présent, ça existe, ils ont le package complet. Par contre, il y a généralement 0 accompagnement. Et puis, le jour où vous trouvez un interlocuteur qui fonctionne plutôt bien, au bout de 2-3 ans, souvent, ça tourne dans des banques. Et donc, ça, c'est une force du cabinet qui Invest, c'est d'avoir un interlocuteur unique par client pour accompagner, connaître le dispositif, les problématiques au sein de l'entreprise et y répondre en fait avec des solutions sur mesure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On est là pour y répondre. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je crois que j'ai passé le message. Merci beaucoup, Clément. Merci à tous les deux. Merci, Clément. Merci, Rachel. Merci à tous nos participants qui ont suivi ce webinaire sur l'épargne salariale et le partage de la valeur. Notre webinaire se termine. Si vous souhaitez échanger avec Clément, Rachel ou avec moi, vous pouvez directement nous joindre sur LinkedIn. Vous avez également des boutons de call to action, notamment un qui vous permet de télécharger notre livre blanc qui est sorti pas plus tard qu'hier soir, qui a été fait également avec Rachel sur le sujet des avantages sociaux de l'épargne salariale et du partage de la valeur. Donc, vous pouvez télécharger, qui est gratuit. Notre prochain webinaire aura lieu le 3 avril, me semble-t-il, sur la marque employeur. Et celui à suivre sur le recrutement le 9 avril. Vous retrouverez également Clément et Rachel lors d'autres webinaires si vous êtes intéressés. Morgane, je ne vois pas de questions particulières dans le chat. En tout cas, une question sur cette session. En tout cas, j'espère vraiment que nous avons été clairs. Merci Samuel de nous le dire. Voilà. J'espère que c'est un sujet qui est lourd, qui est complexe. Donc, n'hésitez vraiment pas à revenir vers Clément, vers Rachel, vers moi si vous avez des questions et nous vous répondrons avec grand plaisir. Et je crois que dans les call to action aussi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Clément, avec Rachel, je transmettrai évidemment. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour un échange. Ça n'engage à rien et c'est avec vraiment grand plaisir que nous répondrons à vos questions et à vos préoccupations. Merci encore à tous. Bon appétit parce que je crois que c'est l'heure d'aller déjeuner. Merci d'être restés avec nous pour ce webinaire. Merci à tous. Et n'oubliez pas de répondre à l'enquête de satisfaction qui vous est envoyée ou qui est accessible directement à partir du
du webinaire. C'est important pour nous. Merci à vous. Je crois qu'il y a une question dans le chat de Christelle pour toi, Rachel. Bonjour, pour la prime de partage de la valeur, y a-t-il un montant minimum à verser? Non, il n'y a pas de minimum. Il y a un maximum, mais il n'y a pas de minimum. Et c'est quoi le maximum, Rachel? C'est 3 000 ou alors 6 000 en fonction, voilà, s'il y a d'autres dispositifs, voilà, on peut monter jusqu'à 6 000. Mais voilà, c'est les 3 000 premiers euros sur l'année civile. D'accord. Et avec plaisir, ces autres questions, j'y répondrai. Absolument. Du webinaire. En tout cas, merci Corinne pour cette animation. Je t'en un sujet pas évident. Mais, oui, c'est pas évident. Mais très important pour les entreprises. Et oui, un replay, le replay sera disponible sans problème. Donc, je crois que vous le recevez d'ailleurs. Vous recevez le replay dans l'après-midi dans vos boîtes mail, me semble-t-il. Merci tout le monde. Merci Corinne. Merci à vous. Merci à tous. Merci Rachel. Merci Morgane et merci Sacha qui est au back-office. Au revoir, merci.